Aussi étrange que cela paraisse, ces machines fonctionnent toutes seules à l'égard du psychisme humain, ne serait-ce que par les questions qu'elles suscitent. À savoir, la Grande Pyramide de Gizeh, c'est l'édifice qui a reçu le plus de questions innommables, aussi délirantes que possible. Alors, toute la clique des New Age en passe le détail. Mais pour quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui cherche vraiment quelles sont les intentions réelles, au bout d'un moment, donc, comme je l'ai dit, on s'aperçoit qu'il y a des fonctionnements, au-delà des fonctions. Dans ce film, La révélation des pyramides, je n'ai pas vraiment insisté sur le caractère de machine. Simplement, j'ai montré qu'il y avait une fonction, celle d'horloge, horloge précessionnelle. Maintenant, du point de vue de la machine, la chose est beaucoup plus simple à expliquer que dans les ouvrages spécialisés. Ainsi, tous les jours, le Soleil fait augmenter de volume la masse de la Grande Pyramide à cause de la chaleur. Et ce, de manière très particulière, puisque le Soleil se lève à l'est, du côté donc de la face est, qui est large, là où et au moment où le Soleil se lève, à l'horizon, et donc engrange une quantité de chaleur. Mais plus le Soleil s'élève et plus il est chaud, moins il y a de surface, puisque la pyramide s'élève en pointe. La conséquence, c'est qu'il y a une élévation extrêmement progressive de la chaleur et par conséquent de la dilatation qui est à son maximum au zénith et qui va redescendre après le passage au zénith. Et quel est l'intérêt de cette dilatation? C'est qu'elle occasionne d'abord un changement de dimension, ce qui fait que toutes les dimensions qui ont été prises sont fausses pour cette raison, à moins d'avoir noté l'heure et l'orientation par rapport au Soleil, d'une part, et d'autre part, cette dilatation engendre une pression, et la pression s'exerce sur la chambre haute qui, elle, est de granit. Deux choses à observer. D'une part, la masse volumique du calcaire, 2,5 tonnes à 2,6 tonnes par mètre cube, est la même que celle du granit, lui aussi, 2,5 tonnes à 2,6 tonnes de masse par mètre cube. Première curiosité, avoir choisi deux matériaux, un qui est plutôt très facile à dilater, mais qui n'a pas d'autre qualité, si je puis dire, et l'autre, au contraire, savoir le granit, qui a cette particularité, lorsqu'on le presse, lorsqu'on le tord, on l'écrase, il produit un courant électrique, ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Par parenthèse, c'est sur cet effet notamment que le prix Nobel de physique avait été attribué au dénommé Albert Einstein. Donc cet effet piézoélectrique fait que tous les jours, un même gradient de pression occasionne la même sortie, si je puis dire, des murs de la chambre haute, d'une ondulation électrique remarquable à plusieurs points de vue, parce que les parois sont parfaitement verticales et horizontales, et la pression va se faire de manière géométrique, d'abord paroi est, ensuite le plafond et ensuite paroi ouest. Donc cette rythmique en 3 étapes va être mise à profit par ceux qui savaient se servir de cette pyramide à l'époque où on s'en servait. Maintenant on ne peut plus s'en servir parce que le revêtement a été effondré, notamment et en particulier par des séismes de très grande ampleur, dont un au XIIIe siècle qui avait littéralement rasé le Caire, et les Kérotes étaient venus s'approvisionner en grosses pierres immédiatement auprès de la pyramide, n'hésitant pas à en faire tomber d'ailleurs quand c'était possible. On voit d'ailleurs à l'est de la pyramide la fracture au sol qui se retrouve littéralement identique, mais en plus petit, dans la chambre haute. Même orientation, même importance, etc. Donc à quoi servait cette électricité, somme toute statique? Eh bien, à être organisée en sa structure. Et donc, la structure ondulatoire allait être mise en relation proportionnelle avec la chambre haute. Et non seulement cette mise en relation avec la chambre était importante, mais par ce biais-là, on pouvait en faire une onde stationnaire d'une part et la moduler par la voix, c'est-à-dire, curieusement, mettre en efficacité une énergie électrique avec une énergie vocale, c'est-à-dire mécanique. Cela en faisant vibrer les murs à des fréquences reconnues. Alors, nous étions allés avec une personne que l'on pensait compétente, ce qui n'était pas le cas. Elle a été introduite par la personne qui nous empêche de faire les suites de notre film.
Et au résultat, nous n'avons rien de technologique et de basiquement mécanique à présenter sur cette étude du son. Il ressort de toute façon que c'était là la version première, il y en a d'autres. La manière d'utiliser cette énergie, après, ressemble tellement à la réfraction d'un pinceau lumineux dans un dièdre de quartz, et la structure de la pyramide permet d'inférer cette chose avec tellement de force qu'il y a lieu de croire que la grande pyramide est aussi un outil de séparation des ondes, c'est-à-dire qui permet de, en quelque sorte, faire comme pour la lumière lorsqu'elle passe à travers un triangle de quartz. Et cette fonction, je pense, a été mise à profit, ça permettait d'utiliser certaines énergies plutôt que d'autres, etc., en permanence. On attrape une énergie mécanique, celle du soleil qui fait enfler la pierre et engendre des pressions, et on la transforme en différentes qualités d'énergie pour mettre en œuvre différentes qualités d'outils. Voilà. Donc ça, c'est l'une des fonctions, mais j'en ai découvert 8. La première, la plus importante, me semble-t-il, c'est celle qui a une influence psychique sur le genre humain. La deuxième, puisque je pense que l'on devra en passer par les démonstrations, c'est que ça stabilise la mouvance des continents les uns par rapport aux autres. Il m'a souvent été posé la question de savoir pourquoi, s'il y a une dérive des continents, il n'y aurait pas de modification de distance entre la pointe de la Grande Pyramide de Gizeh et le centre de l'île de Pâques, chose qui fait l'objet en principe du deuxième opus. Eh bien, la distance est la moindre possible pour deux raisons. D'abord parce que lorsqu'on fait les mensurations, on ne compte pas ordinairement le bourrelet équatorial normal, qui est lié donc à la force centrifuge. Et de ce fait, il y a très peu de différence, puisqu'on recouvre, si je puis dire, l'éloignement des continents par ce bourrelet. D'autre part, le fait que la Lune a un rôle à jouer dans la détermination des sites, rôle que l'on expliquera aussi dans les opus suivants, eh bien, va modifier notre compréhension des métamachines. Parce que, en réalité, l'effet que j'ai décrit tout à l'heure est issu de la lumière solaire. Cette dilatation va être remplacée par un effet lié à la lumière émise par la Lune, lumière polarisée. Et c'est à ce moment-là, justement, que vont se produire ces séparations d'ondes. Mais la science qui correspond à ce séparateur d'ondes, c'est une science qui a été méprisée, au même titre que l'alchimie et la magie ou l'astrologie. Je parle en effet d'alchimie. Le problème, c'est que pour les modernes, ce qu'on appelle un élément n'est pas fractionnable. On a vu cependant qu'avec une méthode extrêmement simple, eh bien, on pouvait séparer les éléments en éléments plus simples. Cette méthode simple, elle ne nécessite pas grand-chose, simplement un courant électrique et de l'eau. Personne n'est allé expérimenter dans d'autres domaines avec cette méthode, ce principe, séparation. Voilà. Donc quand on le fera, on en viendra à considérer ce que j'ai à dire. Et on le fera, quant à nous, dans les films suivants, opus 3, 4, 5, 6 et 7. On verra que la science des anciens est totalement différente et qu'elle est noble par rapport à la nôtre, parce que la nôtre, elle se répand, si je puis dire, dans un sens qui est stupide, asservir la nature. Or, la nature a quelque chose que l'on ne sait toujours pas faire, c'est garder l'équilibre. Et de ce fait, nous prenons des risques. La différence, c'est que la science des anciens travaillait avec la nature et selon les lois qu'elle propose. Ces lois sont intéressantes parce qu'elles sont toujours exactes et fonctionnelles partout et tout le temps. Dans l'univers entier, ce sont ces mêmes lois qui sont en action. Nous, on met en œuvre d'autres lois qui sont les conséquences de notre incapacité à suivre les vraies lois. Les anciens avaient des sciences nobles. L'alchimie avait pour objectif non pas de transformer du plomb en or, ce qui est l'aspect, si je puis dire, le plus vulgaire qui soit, mais de transmuter l'individu humain lui-même, c'est-à-dire lui faire récupérer ce qu'il a probablement perdu en tombant dans ce qu'on appelle la matière et que les anciens appelaient la substance. Évidemment, avoir cela pour objectif, ça peut gêner les politiques, mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent, des choses avec lesquelles on doit compter. Je dirais simplement que si la chose est difficile, elle ne l'est pas du point de vue théorique, mais du point de vue des conditions à rassembler. Et parce que, en effet, on doit
connecté avec la disposition du ciel au moment de ce travail. Ça, c'est la science la plus ancienne, et selon le classement des anciens, elle appartient à l'élément terre. Ensuite vient la magie. La magie, elle a pour but de connaître à fond les énergies vitales, au moins toutes les énergies qui passent par l'être humain, et des éléments que les anciens appelaient vertu, qui veut dire tout de même force, à savoir la volonté. Que peut faire la volonté dans le contexte matériel, d'une part, dans le contexte énergétique, d'autre part. Éventuellement, est-ce que cela touche à un monde spirituel dont on ne connaît pratiquement rien, tout du moins en science? Ça, ce sont les questions de la magie. Et la magie peut améliorer l'individu en termes d'énergétique, à coup sûr, pour améliorer son potentiel terrestre. Il reste l'astrologie qui, elle, a pour charge de donner l'état du ciel, l'état énergétique du ciel à un lieu et à un moment donné. Pour ceux qui connaîtraient l'ancienne astrologie, elle s'applique à 4 individus dans l'univers. Il n'y a que 4 individus dans l'univers pour les anciens. Je vais commencer par le plus banal, ce qu'ils appelaient les choses, c'est-à-dire la matière, la substance, ce qui, occasionne un trou dans l'espace et dans le temps. Ensuite viennent les êtres. Eux sont caractérisés par l'eau, les sentiments, parce que la plupart des êtres importants naissent dans un milieu liquide. Ensuite, ce sont les événements qui sont connotés par l'air, et en dernier lieu, c'est le créateur, appelé Dieu ou comme on veut. Moi, je l'appelle Georges parce que c'est plus pratique. Et c'est un individu unique, omniscient, omnipotent, etc., qui n'a ni dimension ni spécificité, à tel point qu'en Égypte ancienne, bien avant les histoires qu'on raconte dans les livres contemporains, il y avait une définition qui disait « Dieu, celui que tout nom diminue ». Et je pense qu'il n'y a pas meilleur pour l'instant pour en parler. Dans tous ces domaines, apparemment, ces sites sont fonctionnels. C'est-à-dire pour ceux qui y vont, il y a des changements qui s'opèrent, des changements qui ne sont pas perceptibles immédiatement, mais qui petit à petit travaillent la personne dans son psychisme, dans sa perception du monde, dans sa notion de liberté également. Et je pense que cette aide-là est prévue, en quelque sorte programmée pour une période comme la nôtre. Je m'étendrai évidemment dans les opus suivants davantage sur la notion de danger proche. Le parement de la Grande Pyramide étant effondré, elle n'a plus d'efficacité. Mais je précise, elle n'a plus d'efficacité dans le cadre de ce que j'ai expliqué concernant la chambre haute, la production piézoélectrique et toutes ces choses-là. En revanche, elle a gardé une efficience dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans tout ce qui est domaine de vibration et de relation entre le ciel et la terre. L'activité tellurique en Égypte n'est pas négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'activité électrique, du fait des vents notamment, des vents chargés, ionisés, n'est pas négligeable non plus. Et ce rapport-là est exploité dans la Grande Pyramide de manière discrète. C'eût été plus évident si on avait récupéré un ou plusieurs pyramidions, or tel n'est pas le cas. Mais on trouve dans des relations anciennes que les pyramidions pouvaient changer à la fois de forme et de matériaux. On a eu des pyramidions qui, semble-t-il, étaient de matière neutre, électriquement parlant, mais recouvertes de plaques d'or. Donc on peut supposer qu'avec ce moyen-là, on pouvait récupérer un différentiel très important en matière électrique, plusieurs dizaines de milliers de volts. Et cette chose peut être démontrée puisqu'il y avait, par exemple, au temple de Luxor, et ça se voit encore, des canalisations, si je puis dire, verticales par lesquelles passait du cuivre. Ça permettait de capter justement cette électricité statique ou ces courants ionisés qui sont déplacés par les vents. Et donc produire une énergie à bas prix pour faire se mouvoir telle porte dans tel temple, etc., avoir du rendement. On a aussi une autre affaire qui a été vérifiée par un monsieur qui est honni par la science en général, je parle d'Erich von Däniken, qui est suisse et qui est extrêmement courageux puisqu'il a eu à subir depuis ses premiers ouvrages les insultes permanentes et le mépris de la communauté scientifique sans raison aucune. Lui, il avait vu, tout comme nous d'ailleurs lorsqu'on était allé en Égypte, les fameux couloirs étranges dans lesquels on voit des sortes de lampes oblongues avec un filament à tête de serpent, etc. C'est curieux parce que la tête de serpent ou le serpent lui-même a toujours été utilisé comme glyphe dans la langue ancienne pour montrer l'énergie.
Pour ça que, par exemple, chez les bouddhistes ésotériques, il y a Kundalini qui est présenté sous forme d'un serpent. Donc, ces espèces de lampes, lui, il a souhaité savoir si ça sortait de l'imagination, si on se trompait, mais il est parvenu à les reproduire telles quelles. J'ai remis cela à des démonstrations filmées. Et par conséquent, je ferai ces démonstrations le moment venu, par le moyen du cinéma, et sur éléments factuels, démonstrations et raisonnements solidement étayés. Parce que je ne peux pas simplement dire les choses, il faut que je les montre. Et en effet, là, ça n'est pas le moment et le lieu, ni les moyens permis. Je vais donner un exemple stupide que tout le monde peut vérifier. Tout le monde va trouver cela étrange. Vous allez prendre un verre légèrement évasé, un verre ordinaire pour boire, eau si possible, et vous allez derrière mettre une feuille collée sur le mur, et vous tracerez 2 flèches allant de gauche à droite ou de droite à gauche, on s'en fiche, avec un gros feutre. Voilà. Vous verrez ces 2 flèches. Vous remplirez après le verre, des flèches assez courtes, hein. Vous remplirez après le verre d'eau, de manière à ce que seule une flèche soit vue à travers l'eau. Et vous allez voir une chose étonnante, c'est que la flèche, à cause d'un phénomène optique, aura changé de sens. Il n'y a aucune énergie qui a été prise, mais le sens qui va avec change tout. Puisque la personne qui voit cela, elle ne va plus de droite à gauche, elle va désormais dans le sens inverse. C'est cette science-là dont je parle, et non pas celle qui consisterait à avoir des mouvements pour transformer ceci et cela. La plus haute science, je le rappelle, et c'est ça la science des anciens, c'est la science qui transforme l'homme lui-même. Donc on ne verra pas les effets parce qu'on ne veut pas les concevoir, on ne peut pas les concevoir. C'est pourquoi j'entends démontrer ces choses par des exemples concrets tels que celui que je viens de citer. Maintenant, vous allez ajouter de l'eau, et vous allez voir les 2 flèches qui concrètement se diriger de gauche à droite, changer de sens. Rien n'a été fait, seules des conditions optiques ont été modifiées. Ça me permet d'introduire ces choses-là. Si, en changeant le sens par simplement l'ajout de l'eau, on change le sens de la vision, si on change notre vision, ne changerait-on pas le sens de l'histoire, le sens des choses? Alors je dis, il y a une autre méthode dans l'histoire. Il y a celle qui, classique, consiste à prendre les éléments factuels que l'on trouve, les assembler dans une logique. Et après, avec cette logique, pourvu qu'elle tienne un petit peu debout, on va dire, ça s'est passé comme ça. Or, ça n'est pas ça l'histoire. L'histoire, ce sont des choses qui se sont passées d'une seule manière et dont on n'obtient que des bribes. Donc on reste cela... On reste avec une hypothèse seulement. C'est ce que j'ai toujours fait pour ma part, n'ayant pas été, si je puis dire, modifié dans ma trajectoire. Ça, c'est la bonne manière. On ne manipule que des hypothèses. De la même manière que une flèche qui va de gauche à droite, si on met un verre d'eau convexe devant, va changer de sens. C'est ça la manière dont je procède. Il se trouve que j'ai trouvé, par exemple, dans le dernier livre que j'ai acquis, 345 pages, plus de 900 contresens. Et pourtant, c'est une personne estimable, très cultivée, honnête, etc. Et le fait, c'est qu'on accumule les contresens comme ça sans s'en apercevoir, puisque la science moderne ne remet jamais quoi que ce soit en cause dans ses fondations. La méthode est bonne, on la garde. Mais il y a d'autres méthodes. Ma méthode, elle est très différente en ce sens que quand je vois un artefact tout seul, je dis cette chose est bien réelle, elle existe. Mais pourquoi existe-t-elle dans ces conditions, c'est-à-dire isolée, sans qu'on puisse la mettre en lien avec un contexte historique, un contexte culturel, un contexte intellectuel ou fonctionnel? Et là, je suis obligé d'utiliser la méthode heuristique, c'est-à-dire je fabrique des cadres théoriques et je vois si ça rentre ou non. Et comme on le verra dans l'opus 2, les zooparts, les technismes, comme je dis, eh bien, ces incongruités ont une logique intérieure. L'étonnement pour moi, c'est que personne ne l'ait vue, et pourtant elle saute aux yeux comme une pyramide au milieu du désert. Voilà. Donc c'est bien ma manière de penser, semble-t-il, qui est conforme à celle des anciens, qui me permet de voir ce qu'ils ont montré. Parce que, semble-t-il, il convient d'avoir une vue très particulière. Je rappelle que l'œil Ojat
pour les anciens Égyptiens, c'était un œil. Mais il y a des secrets là-dedans. Je vais en donner quelques exemples. En réalité, en français, lorsqu'on voit un œil isolé, on voit un œil, c'est un œil. Mais dans la manière de s'exprimer de ces anciens, il faut le lire seul œil, c'est-à-dire soleil. Lorsqu'il est entouré de nuées, de nuages, auquel cas on va faire référence à l'espagnol nubes, les nuées, les nuages, qui consonne avec l'égyptien nub, l'or. Donc on sera dans un contexte très particulier. Ça paraît être des jeux de mots. Si ça n'était que des jeux de mots, ça n'aurait pas grande importance. Le fait, c'est que le sens transite aussi par là. C'est ce qu'on appelle également, pour le dire très clairement, des jeux d'esprit. Si ça a été ainsi désigné, c'est qu'il y a une raison importante. Le fait, c'est qu'on trouve ce soleil, ce seul œil, au milieu d'un triangle. Eh bien, la relation va se faire entre le triangle, dont on sait que la somme des angles en système euclidien est toujours égale à 180 degrés. Mais si on considère 18 comme étant la Lune, nous avons dans le même triangle la Lune et le Soleil. Et un feu, puisque c'est un triangle point en l'air. Donc on parle des sciences anciennes à coup sûr. Ces sciences, elles sont couvertes, c'est pourquoi on voit des nuées autour. C'est le langage. Et on trouve ça dans les églises et jusque dans les loges, logos, pour ceux qui aiment le grec, des loges maçonniques. Là n'est pas le sujet que je veux développer. Simplement, je dirais que ce langage est explicite partout. Il ne faut pas suivre ceux qui disent, sans le savoir, ça n'existe pas. Moi, je propose, et je proposerai dans les prochains films, de vérifier tout cela. La Lune vaut 18, comme on l'a vu dans l'arcane 18 du tarot. Elle domine. C'est également la référence à la Grande Pyramide, qui est aussi, vue de profil, un triangle. Et j'ai dit tout à l'heure, relativement au nombre 18, qu'il figurait le tour de la salle, la chambre haute de la Grande Pyramide, dès lors qu'on donnerait une valeur 3, trismégiste, à chaque côté des carrés constituant cette chambre en double carré. Carré long pour les maçons.